Ici ER, les Français parlent aux Français. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de l'expérimentation qui est conduite ici. Dès les premières semaines d'installation dans mon ministère des droits des femmes, j'ai pensé à venir voir de plus près comment cela se passait et quels résultats cela donnait. Pourquoi? Parce que ça rejoint une de mes réflexions absolument évidentes, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut agir sur les mentalités et dès le plus jeune âge. Parce que si vous vous retrouvez encore aujourd'hui avec de telles inégalités professionnelles, avec du sexisme, avec des violences faites aux femmes, c'est parce que dès le plus jeune âge, la société a assigné aux femmes et aux hommes des rôles très différents qui favorise malheureusement l'inégalité. Et donc ce que fait la crèche ici, c'est-à-dire apprendre dès l'âge de 2 ans, 3 ans aux enfants qu'on peut, même quand on est un garçon, laver les bébés, leur mettre les couches, on peut même quand on est une fille jouer aux soldats, à la guerre, et que le mieux finalement pour l'équilibre harmonieux des deux sexes, eh bien, c'est que chacun tire parti de toutes les qualités, toutes les potentialités possibles. Ça va vraiment dans le bon sens pour moi. Il y a aussi notamment la possibilité, la nécessité, si on ne veut pas que cette action s'arrête, eh bien de pouvoir poursuivre, la ministre le disait, à l'école maternelle, à l'école élémentaire. Et donc là, c'est aussi des actions pour convaincre l'éducation nationale. Donc moi, j'espère bien, j'attends beaucoup de ce déplacement ministériel pour développer cette action. Il y a en ce moment un débat sur la théorie du genre et l'introduction de la théorie du genre à l'école. Est-ce qu'il faut renforcer le partenariat entre l'éducation nationale et les associations LGTB, lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, comme le préconise le SNUP-FSU? Il n'y a pas de débat sur la théorie du genre, on l'a dit à plusieurs reprises, aucun. Et par contre, bien entendu, il faut lutter contre toutes les discriminations. À la fois de race, de religion, et bien entendu sur les orientations sexuelles, car elles causent de la souffrance. Nous sommes pour l'égalité filles-garçons, pas pour la théorie du genre, et nous sommes pour lutter contre les discriminations. Donc il faut renforcer ce partenariat ou pas? Ce partenariat existe, donne satisfaction. On a eu, surtout avec l'année difficile qu'on a vécue, beaucoup plus de souffrance chez les adolescents, de cas d'homophobie. Vous savez, c'est 7 fois plus de suicides que chez les adolescents qui ont une sexualité, disons, moins difficile à vivre. Et donc il faut, c'est notre responsabilité d'adultes, il faut veiller à protéger ces enfants d'un certain nombre de violences et de difficultés. Donc il y a un travail partenarial qui est fait et il faut lutter contre les discriminations, dont l'homophobie. À l'éducation nationale, en ce moment, il est en train de se passer quelque chose, une fois de plus, de tout à fait extraordinaire et de tout à fait catastrophique. Il s'agit de l'introduction, par autorisation du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, de l'introduction de la théorie du genre dans les classes de primaire notamment. Et l'objectif, c'est de faire entrer cette théorie du genre à tous les niveaux de l'école. Alors, monsieur Vincent Peillon, il a été chercher l'un de ses amis, un certain Techney, qui en 84, quand j'étais sur les mobylettes de Convergence, lui avait créé une organisation qui s'appelait socialisme et homosexualité, ou plutôt l'inverse, homosexualité et socialisme. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et ce Techney aujourd'hui, Vincent Peillon va le rechercher et lui dit « Écoute, j'ai besoin d'un rapport sur la question absolument décisive des, comment ils appellent ça, des discriminations LGBT-phobiques », ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc notre Techney, spécialiste du lien qui existe entre le socialisme et l'homosexualité, décide effectivement de rédiger ce rapport et de le mettre sur la table de notre ministre Vincent Peillon. Alors avant d'en arriver au contenu du rapport de M. Techney, j'aimerais faire un petit retour historique sur l'école laïque, parce qu'il me paraît important de bien avoir en tête l'évolution de cette école. Cette école, en fait, tout le monde le sait, elle démarre avec Jules Ferry, dans les années 1880 et des brouettes. Et à la Chambre des députés, Jules Ferry, s'adressant aux députés, leur dit en 1883, je crois: il y a 100 ans, messieurs,
on a sécularisé le pouvoir civil. Il y a 200 ans, les plus grands esprits du monde, Descartes, Bacon, ont sécularisé le savoir humain, la philosophie. Nous, aujourd'hui, nous venons suivre cette tradition. Nous ne faisons qu'obéir à la logique de ce grand mouvement, commencé il y a plusieurs centaines d'années, en vous demandant de séculariser l'école. En fait, la laïcité permet aussi de soustraire l'école au contrôle de l'Église. Et ça, c'était très important, c'était un enjeu politique et social majeur à cette époque. Ça, Jules Ferry le fait. Il leur dit, chers amis, je compte sur vous, l'objectif c'est de, enfin, déséculariser l'école. Alors ça, c'est un mot très compliqué. En fait, il suffit de le comprendre dans le sens où il s'agit de couper l'école de l'Église, de couper l'école de la religion, de couper les élèves du ciel, d'une certaine façon. Alors comment on va s'y prendre? D'une façon très simple. On va d'abord poser un acte fort. Cet acte fort, ça va être, ou plutôt symbolique, un acte symbolique et fort, ça va être de décrocher des murs des écoles les croix du Christ, et pour ne pas laisser la place vide, parce que si la place était vide, eh bien, on se retrouverait justement dans le vide, eh bien, on va y mettre le buste de Marianne. Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait un mur de ce préau. Marianne est l'image de la République. Elle est la seule autorisée dans une école laïque parce qu'elle symbolise tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. Petite parenthèse, le buste de Marianne aujourd'hui est figuré par la Femen qu'on connaît, qui est une figure pour le moins violente, hystérique et en un mot déséquilibrée. C'est cette Femen aujourd'hui qui représente notre Marianne nationale et républicaine. Bien, pour en revenir à notre ami Jules Ferry, donc, il va se servir de l'école pour, en un mot, rendre les élèves athées. Le but, c'est de leur donner, de leur imposer, je dirais même, de leur imposer de ne plus croire en Dieu. Et évidemment, ça va marcher. Il s'appuiera sur le fait que cette désécularisation de l'école est d'autant plus possible que le pouvoir civil lui-même est désécularisé déjà depuis, dit-il, des centaines d'années à la Chambre des députés lorsqu'il s'adresse à ce moment-là à eux. Bien, le travail a été fait, mais il n'a pas été terminé. Et un siècle plus tard, en 1989, on a un autre socialiste qui s'appelle Lionel Jospin, que tout le monde connaît bien, puisqu'il s'est retrouvé à un moment donné dans une situation extrêmement épineuse face à Jean-Marie Le Pen. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Impossible, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. Lionel Jospin avait été en 89 donc ministre de l'Éducation nationale, et lui il va continuer le travail de Jules Ferry. Il va le continuer d'une façon tout à fait remarquable, si on peut employer ce mot-là. C'est-à-dire qu'il va dire « je veux que les élèves, que les enfants construisent leur propre savoir ». Ça va être la loi d'orientation de 1989 qui va, après qu'on ait coupé les enfants du ciel, on va les couper de leur maître. C'est-à-dire qu'on va leur dire, écoutez, la relation duel entre le maître et l'élève, c'est ringard, on laisse tomber. On va passer maintenant dans une relation triangulaire. Vous allez avoir le maître, l'élève, le savoir, et l'élève va être un peu comme un petit Champollion devant les pyramides. Il va devoir deviner tout seul tous les savoirs dont il aura besoin au cours de sa scolarité. Et le maître n'existera plus. Le maître ne sera plus qu'une sorte d'animateur qui permettra d'organiser entre les enfants de la classe ce que l'IUFM a appelé à l'époque des conflits socio-cognitifs, ce qui ne signifie pas autre chose en fait que des bagarres de pouvoir pour savoir qui a raison, qui a tort, et toute la dimension de transmission entre le maître et l'élève va disparaître.
Donc le constructivisme sur lequel il faudra certainement revenir parce qu'elle explique en fait l'illettrisme et les échecs scolaires qu'on connaît de manière massive aujourd'hui, et plus seulement dans les quartiers populaires, mais aussi dans les classes moyennes et même dans les classes moyennes supérieures. On se retrouve dans une situation où le travail de Jules Ferry, qui consiste à couper, scier les transmissions, c'est effectué dans un premier temps, je le répète, du ciel à la terre et puis finalement du maître à l'élève. Et parallèlement à cette coupure entre le maître et l'élève, on va commencer aussi, dans le cadre du constructivisme, à couper l'enfant de ses propres parents. C'est-à-dire que les enseignements vont être faits de telle façon, les méthodes surtout, qui seront mises en œuvre à l'école seront de telle nature que les parents ne vont plus être en mesure, ne seront plus du tout capables de suivre la scolarité de leurs enfants. Si bien qu'à l'école, ils n'ont pas de maître, et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils n'ont plus de parents pour les aider non plus, parce que tout le monde est incompétent. Lorsque, je vais vous donner un exemple, l'enfant revient avec un exercice absolument abscon, comme celui de déterminer à partir d'un récit le schéma actantiel ou le schéma narratif, il est évident que la mère de famille lambda, elle ne peut pas venir au secours de sa fille ni de son fils. Et donc, les méthodes constructivistes qui ont toutes été reprises par les enseignants, parce que surveillés par les inspecteurs de l'éducation nationale. Il faut savoir aussi que toutes les formations des maîtres ont pris en charge ce projet de méthode constructiviste de façon à ce qu'effectivement les enfants soient amenés à se débrouiller tout seuls face à leur savoir. On a carrément supprimé le cours en classe, il n'y a plus de cours. Les élèves sont en perpétuelle recherche individuelle ou collective, ce qui a évidonné la catastrophe et la débâcle qu'on connaît aujourd'hui sur les résultats scolaires, puisque, on le sait, aujourd'hui, un enfant de 6e a, dans la plupart des cas, beaucoup de mal à maîtriser déjà la lecture et l'écriture, et même le simple calcul mathématique. Ce qui nous a conduit socialement à des résultats tout à fait remarquables, parce qu'il faut que j'en parle, et c'est la raison pour laquelle en 2008 j'avais créé le RAID, dont je suis la présidente. C'est une association que j'avais voulu créer parce que j'avais été extrêmement peinée et choquée et inquiétée par les révoltes des banlieues de 2005, lorsque les gamins brûlaient les voitures. Une fois de plus, comme dans les années 80 qui m'ont fait connaître, je me suis inquiétée et je me suis dit finalement je n'ai rien transmis, et pour moi c'était vraiment un bilan catastrophique. Donc je me suis dit bien, je vais essayer de faire en sorte de créer une association qui va poser le problème de l'échec scolaire et qui va montrer en fait que ce ne sont pas les enfants qui sont incompétents, mais c'est bien l'éducation nationale qui n'a pas su leur transmettre les savoirs. Cette procédure n'a pas pu voir le jour parce que, bien évidemment, on n'a pas trouvé ses financements. Alors, aujourd'hui, Vincent Peillon trouve des financements pour un autre projet encore, et finalement aussi un autre projet constructiviste, et qu'il va aussi imposer à l'école. C'est le projet de la lutte contre les discriminations LGBT-phobes. Alors, LGBT, qu'est-ce que ça veut dire? L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel et T pour transsexuel. Tout ça s'appuie au départ, on le voit dans le rapport de Teschney et aussi dans les psychiatres. Un psychiatre comme Serge Effès, par exemple, explique que d'après Freud, les enfants seraient tous bisexuels. Donc c'est sur des conceptions comme celle-là qu'on finit par considérer que la sexualité est une question décisive et que cette sexualité, cette éducation à la sexualité doit être prise en charge par l'école. Là, une fois de plus, on dégage les parents, après avoir dégagé le maître et les parents dans l'apprentissage de la langue. On dégage une fois de plus les parents, cette fois-ci dans la construction identitaire de l'enfant. C'est-à-dire que le père n'a rien à dire, la mère n'a rien à dire. De toute façon, le projet lui-même, dans le rapport, il est très nettement indiqué qu'il n'est pas question que les parents se mêlent de ce projet pédagogique de lutte contre les discriminations homophobes et la lutte aussi contre les stéréotypes du genre. Alors, on doit partir du fait que la France, d'après ce rapport, finalement, est un pays homophobe. Donc toutes les familles françaises sont homophobes. Donc l'école française, l'école de la République, l'école laïque a pour mission essentielle aujourd'hui de nous sauver de cette homophobie qui conduit, il faut quand même l'entendre,
à un échec scolaire qui lui-même prend des proportions considérables parce que ce n'est pas le constructivisme de Jospin dans ce projet qui explique l'échec scolaire, c'est l'homosexualité latente chez tous les enfants de France. Le rapport n'hésite pas à dire que les enfants, dans leur majorité, sont des homosexuels refoulés ou honteux. Et Marion Sigaud, d'ailleurs, à ce propos, me disait une chose très intéressante. Elle me dit, tu sais, Farida, pour la pédocriminalité, un type comme Gabriel Matzneff, il raconte exactement la même chose. À chaque fois, on va entendre des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire que Matzneff va expliquer que tout le monde est pédophile. Figurez-vous, vous ne le saviez pas, ben, je vous l'apprends, enfin, c'est pas moi qui vous l'apprends, c'est monsieur Gabriel qui le fait. Eh bien, monsieur Gabriel vous apprend que vous êtes tous pédocriminels et que le fait qu'on puisse vous permettre de l'assumer, ça vous mettra beaucoup plus à l'aise dans vos baskets. Donc, quel est le projet de ce Teschner? Quel est le projet de Vincent Payon, avec cette théorie du genre qui doit rentrer à l'école? Eh bien, c'est que les enfants puissent se construire selon leurs desiderata sexuels. Ils pourront être un jour homosexuels, ils pourront être bisexuels, ils pourront être éventuellement transsexuels. Alors, sur la question de la transsexualité, il y a quand même une petite boutade, mais c'est une boutade quand même assez sérieuse que je veux faire, c'est que j'ai souvent été confrontée à des regards horrifiés lorsque il est question, par exemple, de la circoncision des garçons. Et là, par contre, chez nos LGBT, ça ne fait peur à personne de voir que la circoncision va être finalement remplacée par l'ablation complète du pénis. Ça paraît beaucoup plus normal, parce que la transsexualité, c'est cela. C'est une opération chirurgicale qui conduit à ce qu'un petit garçon ou un jeune homme finisse par couper sa queue, excusez-moi l'expression, mais on en est là aujourd'hui, et la circoncision, en comparaison, qui était monstrueuse, se retrouve elle aussi sécularisée, figurez-vous, avec l'ablation totale du pénis. Donc, Vincent Payon, aujourd'hui, porte la responsabilité de ce projet. Il est entouré par un syndicat. Ce syndicat s'appelle le SNUIP, un nom assez compliqué, peu importe qui se cache derrière, comme d'habitude, on peut l'imaginer, ce sont les tenants du Parti socialiste. Et ce syndicat, figurez-vous, qui en général ne s'occupe pas, les syndicats enseignants ne s'occupent pas des questions pédagogiques. Moi, quand j'étais en classe ou dans la salle des profs et que je me préoccupais beaucoup du sort des enfants sur les questions d'échecs scolaires, bon, on me disait, oh là 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 là, le syndicat, c'est pas sa mission. Le syndicat, sa mission, c'est tout à fait autre chose que la pédagogie, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Bien. Et j'insistais, je disais, vous vous rendez compte que quand même, tous les ans, à la rentrée, vous avez 200 000 enfants, ou 200 000 adolescents plutôt de 16 ans, qui ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire, en fait l'école n'est pas obligatoire, on reviendra là-dessus un autre jour, mais ces 200 000 jeunes à 16 ans sont dégagés du système scolaire tous les ans, parce que n'ayant pas atteint un minimum de qualification, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter correctement, on les fout à la rue, on sait ce qu'ils deviennent, et là, figurez-vous qu'ils vont écouter Skyrock, ils vont écouter Fun Radio, ils vont écouter Énergie, ils vont écouter le rap, moi je l'appelle oligarchique, mais disons plus simplement qu'on peut le dénommer comme rap commercial, avec des gens comme La Fouine, Booba et j'en passe, enfin des espèces de monstres financés par des gens comme Julien Drey, mon ancien ami de toujours. Et ces gosses qui vont se retrouver dans la rue, ils vont commencer à répéter inlassablement ces espèces de vers ou prétendues rimes comme « nique ta mère, c'est la fête des mères »,« sur le Coran, on va leur tirer dedans ». Glenn sort le 5D, je vais me faire cessu. Le Coran, rien n'est fini, on va leur tirer dessus. Fais des pompes, cantine fouini dans ta cellule. J'ai baisé le peur à merde, et prends pas la pilule. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Je me lave la bite dans l'eau bénite, etc. Et tout ça ne choque personne à l'éducation nationale et au plus haut niveau de l'État, pas davantage. Qu'est-ce qui a motivé le rapport Payon? Parce qu'on peut l'appeler le rapport Payon, c'est Teschner qui l'a écrit, mais c'est Payon qui l'a voulu. Ce qui l'a motivé, c'est que figurez-vous que notre brave ministre de l'Éducation nationale était très choqué d'apprendre, paraît-il qu'il l'a appris, que parfois les gosses dans les cours de récréation se traitent de sales pédés, figurez-vous. Alors moi je ne veux pas le nier parce que c'est vrai que je l'ai entendu, mais il m'est arrivé aussi d'entendre tout ce dont je viens vous parler. Nique ta mère, par contre, ça ne pose pas de problème à M. Payon. L'appel à l'inceste, ce n'est pas un problème. L'appel au meurtre, ce n'est pas un problème non plus. La quantité de blasphème que le rap oligarchique a déversé dans la tête des enfants ne semble pas poser non plus
plus problème à M. Payon. En revanche, on va financer, on va former des enseignants, on va alerter les parents sur le fait que les enfants sont en train de s'insulter, de péder à l'école, ce qui est quand même, pour remettre leurs choses à leur juste place, pas une activité des enfants permanente. Bien, parce que actuellement dans le rap, dans les vers du rap, dans la poésie du rap, on ne trouve pas sale pédé, je vais niquer un pédé. On trouve plutôt nique ta mère et je vais niquer ta mère ou le doigt dans la techa à ta mère. C'est plutôt la mère aujourd'hui qui est en danger. Et d'ailleurs, à propos de personnes en danger aujourd'hui en France, il y a effectivement la mère, ça je viens de le dire, mais il y a aussi l'homme en général. Parce qu'il y a une escroquerie sur la définition du mot homophobie. On nous dit que homophobe, ça signifie la peur et le rejet et l'aversion de l'homosexuel. D'abord, l'histoire de France, enfin surtout ces derniers siècles, a bien montré que l'homosexuel était chez lui en France, la preuve. Bien, mais moi ce que j'entends dans l'homophobie, j'entends quelque chose de beaucoup plus fondamental. J'entends une escroquerie sémantique. Une escroquerie sémantique qui consiste en fait à cacher que celui qui est en danger aujourd'hui, c'est l'homme, c'est la figure du mâle, c'est la virilité, c'est la figure du père, c'est la figure du protecteur de la famille. Et dans homophobe, on a en fait en deux parties le mot homo qui renvoie à l'homme et non pas à l'homosexuel, et le mot phobe qui renvoie à la peur et au rejet de celui-là. Donc c'est l'homme qu'on rejette, c'est l'homme dont on a peur, et c'est l'homme qu'on veut châtrer en lui proposant, dès l'âge du primaire, en maternelle, dès 3 ans, on lui propose de se transformer en fille en se cisaillant le... Vous avez compris. Donc la situation est grave, la méthode pédagogique et le matériel mis en œuvre dans les écoles qui ont commencé d'ores et déjà, il y a une centaine d'écoliers qui d'ores et déjà travaillent à lutter contre les LGBT-phobies, des centaines d'écoliers dans toute la France. Le projet, c'est pour le rendre officiel l'année prochaine à la rentrée 2014. Et il s'appuie en termes pédagogiques, par exemple, sur du matériel qui sont des ouvrages qu'on distribue aux enfants et sur lesquels on fait travailler les enfants plusieurs fois par semaine. Alors je vais vous donner, si vous le permettez, quelques titres sur lesquels nos chères têtes blondes et brunes travaillent aujourd'hui à l'école avec notre petit groupe de pression ultra-minoritaire LGBT, parce que je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'on propose, ou il est question prochainement, que l'éducation sexuelle, qui est déjà une aberration, soit prise en charge aujourd'hui par ce lobby LGBT. Mais revenons à ce que je voulais vous dire, qui est que aujourd'hui, nos enfants travaillent sur un certain nombre d'ouvrages. Ces ouvrages, par exemple, s'intitulent « Prince et princesse ». Alors, a priori, là, le titre ne pose aucun problème. Sauf que, dans ce livre, on apprend à la fin de l'histoire que le prince a pris le corps de la princesse et que la princesse a pris celui du prince. Vous voyez, suivez du regard. Ou alors on a un autre titre qui est « Dit maman, maman portant un S ». Et là, il s'agit de l'histoire d'un petit Théo qui tout simplement a 2 mamans, ce qui est tout à fait naturel et normal et qui ne pose absolument aucune question à l'enfant. Ils sont tout à fait d'accord, les enfants à 3 ans et à 6 ans, pour être élevés par 2 femmes qu'ils appelleront toutes les deux mamans. On a encore le petit Théo, mais on a le petit Théo, mais on a aussi Jean à 2 mamans. Donc là aussi, c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants de 3 ans. Et ça raconte l'histoire de Jean, évidemment, puisque c'est le titre du livre porte son nom, qui a 2 mamans. Et dans le résumé qui est donné de ce livre en 4e de couverture, écoutez bien, on nous dit que Jean, qui a 2 mamans, a 2 mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 3 ans, on va dire à petit Jean, petite Martine, petit Mohamed, petit Mamadou, figure-toi que Jean, ce qui est assez dégradant d'ailleurs pour les Français dits de souche, parce que figurez-vous que là aussi va se poser un problème, c'est qu'au niveau de la communauté, si on peut l'appeler comme ça, immigrée en France, on est encore très loin d'admettre ce genre d'imposture. Donc nous allons nous retrouver probablement avec des conflits socio-cognitifs extrêmement importants en classe entre les enfants on va dire d'origine musulmane et aussi d'origine catholique, qui, à la maison bien évidemment, entendront dire
de la part de leurs parents, je l'espère bien, qu'il n'est pas question de croire à ce genre d'insanité. Ça me fait penser à mon père quand j'étais petite. Vous savez, mon père était un immigré kabyle, un analphabète, un ancien colonisé, et il avait de grandes ambitions pour moi. Il voulait que je fasse de longues études. Et le matin, quand je partais à l'école, mon petit cartable sur le dos comme ça, il avait conscience qu'il m'envoyait dans un lieu où l'athéisme l'avait emporté, alors que lui, il était croyant. Alors il me disait, tu sais Farida, je t'envoie à l'école, c'est pour que tu deviennes quelqu'un. Mais rappelle bien ce que ton père te dit à chaque minute que tu passeras en classe. Écoute-les, mais ne les crois jamais. Effectivement, je pense qu'il est temps de reprendre la phrase de mon père et de le dire à tous les enfants, en tout cas ceux qui vont à l'école, parce que les miens, terminés depuis 8 ans, et je les ai déscolarisés. Mes 2 derniers, d'ailleurs, n'ont même pas été à l'école primaire lorsque le constructivisme de M. Lionel Jospin l'avait emporté avec sa loi d'orientation de 1989. Donc Jean a 2 mamans, Théo a 2 mamans, le prince et la princesse. Nous avons aussi Papa porte une robe. Je crois que ce titre-là, on le connaît de plus en plus. Donc c'est tout à fait un titre révélateur de la dégénérescence, de la décadence, de la dangerosité dans laquelle maintenant nos enfants vont tremper du matin au soir. Parce que cette question, il faut bien vous rendre compte que ce sont des enfants, et je le disais déjà à l'époque du RAID. À l'époque du RAID, je disais, on est en train d'accuser les jeunes en difficulté scolaire d'être des incapables et d'être issus de familles qui n'étaient pas capables non plus de les lettrer. Mais le problème, il n'est pas là. Parce que si on tient compte du temps passé par les enfants et par les adolescents à l'école, si on en fait le compte rigoureux, on sera bien d'accord avec moi pour dire que ils passent beaucoup plus de temps, nos enfants, à l'école qu'avec leurs propres parents. Dès lors, qui l'emporte dans leur esprit? Qui est valorisé dans leur esprit? Qui va être crédible dans leur esprit? Et le problème est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, après les avoir rendus athées, après avoir fait en sorte que l'orthographe ne soit plus sacro-sacrée comme la grammaire et que les possibilités d'écrire et de comprendre le monde au travers de cours d'histoire de qualité, tout cela ayant disparu parce que ça a disparu, que vont devenir nos enfants? Eh bien, ils vont devenir des LGBT. Papa porte une robe. Il y a un autre titre aussi qui est Marcel la Mauviette. Donc c'est aussi pour regretter qu'un petit enfant n'ait pas le droit de pleurer comme une fille. Parce que figurez-vous que les stéréotypes du genre, c'est ça. C'est qu'on va remettre en cause que le rose soit renvoyé aux filles et le bleu aux garçons. On va remettre en cause qu'il y a des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons. On va remettre en cause le fait qu'il y a des vêtements pour les filles et des vêtements pour les garçons. Finalement, on va aussi remettre en cause le fait qu'il y a un sexe pour les filles et un sexe pour les garçons. Ça va d'ailleurs très loin dans le rapport de Techney, aussi bien que dans le dossier construit par le syndicat enseignant. Vous avez la proposition formulée comme suit: il s'agit de déconstruire la complémentarité des sexes. Et ça s'appelle l'égalité. La disparition du sexe de l'homme, du sexe de la femme, par voie de conséquence, eh bien, ça s'appelle déconstruire la complémentarité. Et on va s'appuyer pour ça en regrettant que les familles, de toute façon, aujourd'hui, sont recomposées, monoparentales, déséquilibrées à bien des égards. Oui, c'est vrai, les familles sont en difficulté dans le monde moderne. Mais M. Vincent Payon n'est pas là pour essayer de restaurer une famille saine, une famille équilibrée. Il est là pour aggraver la situation des familles, puisque dans la famille maintenant, on ne saura plus qui est un garçon, qui est une fille, qui est le père, qui est la mère. On ne saura pas quand on va à l'école si le maître il a le droit de faire acte d'autorité. D'ailleurs, on sait maintenant qu'il n'en a plus le droit. Moi, je suis plus au lycée, je travaille plus en ce moment parce que n'en pouvant plus, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pris une disponibilité sans solde. Mais il faut savoir qu'à l'école aujourd'hui, au collège, eh bien, vous avez des parlements d'enfants qui sont là pour juger les profs régulièrement. Ça s'appelle l'heure de vie scolaire. Vous avez le fonctionnement démocratique poussé à son extrémité qui permet aux enfants de faire des procès aux enseignants. Et vous ne pouvez pas imaginer, j'en parlerai un jour, quels en sont les résultats et les conséquences. Enfin bref, Jean a 2 mamans, 10 mamans, tout le monde a 2 mamans, personne n'a de maman en vérité parce qu'il s'agit, comme le dirait le psychiatre, qui parle dans le dossier du syndicat enseignant, de faire en sorte que aujourd'hui, finalement,
on se débarrasse de tout ce qui nous contraint. Parce que figurez-vous qu'une maman qui s'occupe de son enfant, c'est une contrainte, aussi bien pour l'enfant que pour elle. Figurez-vous qu'un père qui a la responsabilité de transmettre son nom et de travailler pour sa femme et ses enfants, aujourd'hui, c'est une contrainte aussi bien pour la femme que pour les enfants. Donc en vérité, qu'est-ce que l'école laïque? C'est une école où nous sommes atomisés, individualisés au maximum, et cette individualisation va nous conduire à la disparition. Une autre grave erreur de notre enseignement public, c'est qu'il était une école d'individualisme. Je veux dire qu'il considérait l'individu comme la seule réalité authentique et en quelque sorte absolue. Serge Effès, dans le dossier du syndicat enseignant, apporte sa contribution en nous expliquant notamment que Freud explique donc que les enfants, comme je le disais tout à l'heure, étaient bisexuels dès la naissance. Alors, moi, il me semble qu'il est important de rappeler qui était notre ami Freud. Notre ami Freud, c'était quelqu'un qui couchait avec sa femme. Jusque-là, tout va bien. Ça se complique un peu lorsqu'il se met à coucher aussi avec la sœur de sa femme, en accord avec sa propre femme. Puis il couche avec sa fille, qui elle-même devient lesbienne. C'est quelqu'un qui était cocaïnomane, il était occultiste, donc il faisait tourner les tables, et puis probablement il agitait quelques gris-gris autour de lui pour porter chance probablement à son voisinage. Et puis il était aussi membre de la loge maçonnique Les Fils de l'Alliance. Donc c'est à ce scientifique, ce grand scientifique-là aujourd'hui, que l'éducation nationale, M. Vincent Payon en l'occurrence, se livre pour construire un projet pédagogique qui va toucher tous les enfants de France. Maintenant qu'on connaît l'ami Freud, il me paraît important de connaître Alfred Kinsey. Qui est-il? Il est né en 1894, si je ne m'abuse, et il est mort en 1956, et c'est un homme qui nous vient des États-Unis. C'est sûr que il n'allait pas venir du village kabyle de mon père, ni du Togo avec des idées pareilles. C'est-à-dire que ce monsieur a fait des études prétendument scientifiques sur le comportement sexuel de l'homme et de la femme dans les années 40-50. Et pour vous donner un peu une image du personnage, je vous dirais qu'il a été financé par la Fondation Rockefeller et que le jour où il a obtenu la subvention qui lui permettrait d'entamer ou de poursuivre les études qu'il avait commencées, des études infamantes, il n'a pas trouvé autre chose à faire pour exprimer sa joie que de se précipiter dans sa cave et de s'y pendre par les couilles. Children, he said 100% of are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest, which is illegal, so we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're sexual from birth, which was illegal at the time, now it's everywhere. They need masturbation and hetero and homosexual acts to be taught to them, which was illegal, and now it's being taught. And about parole, Kinsey said that sex offenders rarely repeat sex crimes. Therefore, all sex offenders should be paroled, which is exactly what started to take place. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. If Kinsey's abuse had only been inflicted upon himself, his critics might be less likely to accuse him. But his abuse extended to children, the most precious members of our society. In this image, Kinsey seems to take a demented sort of glee in showing these young children a film of two porcupines engaged in a sexual act. He seems oblivious to the confused and even disturbed looks on the faces of these children. Was it this same lack of concern that enabled Kinsey to support and even encourage the most depraved sexual criminals? Il y a aussi dans le rapport donné à Vincent Payon un regret. Alors je me suis dit, c'est chouette, ils regrettent quelque chose, ça veut dire qu'ils ont raté quelque chose. Eh ben, ils le savent qu'ils l'ont raté, si bien qu'ils vont en remettre une couche. Figurez-vous que l'affaire de l'éducation sexuelle à l'école, eh bien, comme ils le disent dans le rapport, c'est un enseignement qui n'a pas été encore rendu totalement effectif. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis enseignante, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'enseigne dans les lycées professionnels en banlieue parisienne, et il m'a été donné d'être confrontée à ces cours d'éducation sexuelle. Et je ne suis pas bégueule, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout ce que les parents imaginent.
on distribue, moi je l'ai vu de mes yeux, des petits fascicules qui représentent des dessins qui sont véritablement pornographiques et que je ne pourrais pas vous décrire parce que la pudeur m'en empêche. Eh bien, cette pudeur qui m'atteint, figurez-vous, n'atteint pas les enseignants qui, eux, n'hésitent pas à soumettre au regard de nos adolescents des banlieues de pareilles saloperies et sur lesquelles on doit les amener à réfléchir. En aucun cas, l'éducation sexuelle ne s'appuie sur la relation. Elle s'appuie uniquement sur l'introduction de l'un dans l'autre, et avec des gros plans, et avec des mots qui sont extrêmement peu ragoûtants, et qui viennent, moi je le dis franchement, me désespérer, et qui désespéreraient sans doute les parents s'ils en avaient conscience. Et puisque je parle des parents, encore une fois, eh bien, sachez que dans ce rapport, il est question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces parents-là. On va rentrer le lobby LGBT à l'école. Est-ce qu'on va le dire aux parents? Oui, oui, parce que il est important que le nom de ce lobby soit connu et popularisé. Mais en revanche, il n'est pas question, et c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport et dans le dossier du syndicat enseignant qui se charge de populariser ce projet pédagogique infâme, il n'est pas question qu'on donne la parole aux parents. Il n'est pas question que les parents viennent s'opposer à ce type de procédure destructrice. C'est-à-dire que lorsqu'on va attraper maintenant un enfant dans une cour d'école, et on va l'attraper méchamment, quand on l'aura entendu dire à un autre PD ou je ne sais quoi, cet enfant sera immédiatement mis en procès. Ou alors immédiatement mis dans une spirale de culpabilisation et de dénigrement à l'égard de laquelle le rapport dit qu'on n'a absolument pas besoin d'en informer les parents. Et lorsque les problèmes seront plus graves, lorsqu'on estimera qu'on devra organiser des séances sur l'homosexualisation ou bien la transsexualisation, eh bien les parents pourront être convoqués, mais pas pour leur demander une autorisation, dit le rapport, pour les mettre devant le fait accompli. Moi, je sais par expérience que lorsque des parents sont convoqués la plupart du temps à l'école dans une réunion pédagogique, ils tremblent comme des feuilles mortes. Eh bien, je dis solennellement aujourd'hui, aux parents en particulier, qu'il est temps de défendre nos enfants, parce que si vous avez voulu qu'ils soient athées, ils le sont. Si vous avez voulu qu'ils soient illettrés, ils le sont. Allez-vous désormais vouloir qu'ils deviennent LGBT, parce que finalement l'histoire de l'école laïque, partie de la devise liberté, égalité, fraternité, nous amène finalement à considérer qu'une autre devise se cache derrière ces trois mots magiques, c'est athée, illettré, LGBT. Allons-nous aujourd'hui considérer qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on pourra éventuellement réparer les dégâts parallèlement à l'école? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Mais en tout cas, dans une première étape, ce que je propose, parce qu'il faut absolument se mettre en action, il faut d'abord entrer en connaissance avec le rapport. Ce rapport est assez facile à lire. On va indiquer sous la vidéo le lien qui vous permettra d'y accéder. On indiquera aussi le lien qui permettra d'accéder au dossier du syndicat enseignant qui aujourd'hui le popularise dans les écoles et va le populariser de plus en plus. Et je demande aux parents, je demande aussi aux grands frères et aux grandes sœurs de prendre connaissance de ce rapport. Et je pense que des groupes de lecture collective pourraient être organisés pour que justement, dans les villes et dans les campagnes, entre amis, entre voisins, entre gens qui ont des affinités, que ce rapport soit lu, commenté, afin que justement on sache de quoi exactement il en retourne et qu'on ne puisse pas être manipulé par l'immanquable blabla institutionnel qui ne va pas manquer de tomber sur la tête des parents dès la rentrée 2014. Donc vous avez déjà jusqu'à la rentrée 2014 pour vous informer de ce rapport. Et jusqu'à la rentrée 2014, il me paraît aussi d'agir en direction des enfants. Il leur faut, je crois, reprendre connaissance des contes traditionnels, parce que tous ces ouvrages, finalement, parodient le conte traditionnel et on inverse l'histoire, on inverse les valeurs, on inverse les principes. Donc il faut absolument aujourd'hui que les grands frères, les grandes sœurs, les papas et les mamans
prennent le temps, éteignez la télé 1 heure par semaine, ou 2, ou 3, ou tout le temps, ce sera encore mieux. Éteignez la télé et lisez des contes traditionnels à vos enfants, tandis que parallèlement, je le répète, vous serez en train de lire le rapport de M. Vincent Payon, et nous aurons l'occasion, j'espère, de revenir pour donner une suite à cette action qu'on pourra intenter, je l'espère, à la rentrée 2014, à la condition que vous soyez tous formés pour le faire. Ici ER, gauche du travail, droite des valeurs.